Il y a trois grands enseignements de cette élection européenne. Premier enseignement, une énorme victoire de l'abstention, les taux d'abstention qui étaient déjà très élevés aux dernières élections de 2004. Il y a d'autres enseignements, les principales, la victoire du Parti populaire européen qui garde en proportion son nombre de sièges et un effondrement de la gauche européenne qui se couple également avec une certaine poussée des partis extrémistes. Si on analyse les principaux pays européens qui sont ceux qui envoient les plus de députés, qui donc font la tendance des élections européennes, les partis socialistes s'effondrent partout. Au Royaume-Uni, les partis laboristes n'ont recueilli que 15-16% des votes. En Allemagne également, une grosse défaite pour la SPD qui n'a recueilli que 21% des votes contre 35 à 36% pour la CDU-CSU. En Italie, c'est Berlusconi qui triomphe, même s'il triomphe un peu moins que ce qui était prévu, avec 35% contre les 26% pour les partis démocrates qui est son principal oppositeur. Et en Espagne également, les gouvernements Zapatero payent la crise économique et l'explosion du chômage en passant en deuxième position derrière les partis populaires. Si on ajoute à cela la déconfiture des socialistes français et les bons résultats de l'UMP, on se retrouve avec un tableau dans lequel les partis populaires européens arrivent effectivement à garder son importance d'un point de vue numérique, tandis que les partis socialistes européens se retrouvent lourdement affaiblis, en crise. On pourrait se demander d'où est-ce qu'elle vient cette crise. On a l'impression que la gauche européenne n'arrive plus à communiquer avec les citoyens européens. On a l'impression que cette gauche de laquelle les citoyens s'attendaient tout de même une réponse à la crise devrait totalement repenser son modèle de société. On a probablement trop passé de temps en Europe, au moins les partis de gauche, à essayer de se libérer de la doctrine communiste pour embrasser en quelque sorte l'économie libérale pour que ces messages soient totalement brouillés. C'est tout de même paradoxal, on se retrouve dans la crise économique et financière la plus importante de l'histoire depuis 1929 et lorsqu'on parle des redistributions des richesses, lorsqu'on parle des régulations, c'est la droite qui l'emporte. Enfin, finalement, derrière un dernier élément d'analyse dans les grands pays, une percée, comme je vous le disais, de l'extrême droite, particulièrement inquiétante dans certains pays. Si on regarde les résultats au Royaume-Uni, l'UK Independence Party et les British National Party, donc deux partis extrémistes, europhobes, antisémites dans certains cas et contre tout élargissement de l'Union, contre le fonctionnement de l'Union, eh bien ces deux partis recueillent ensemble presque les 25% des votes. Ou alors on a d'autres cas comme la Ligue du Nord en Italie qui fait un très bon score à 10%. Autre exemple, en Hongrie, un parti d'extrême droite qui possède sa milice armée et qui terrorise la communauté tzigane hongroise, eh bien ces partis fait 15% des votes. Donc une poussée assez inquiétante de l'extrême droite qui va arriver à recueillir entre 100 et 150 sièges au Parlement européen, ce qui est tout de même pas rien. Un renforcement ou au moins une stabilisation du Parti populaire européen comme premier parti et un effritement du Parti socialiste européen. Il n'y a pas énormément de différence avec le dernier Parlement, si ce n'est encore une fois une baisse marquée du Parti socialiste européen, un certain renforcement des Verts, des libéraux, qui restent numériquement les quatrième et troisième groupes du Parlement européen. Maintenant, les répercussions. La vraie question, c'est comment est-ce qu'elle va être élue, la nouvelle Commission européenne. On a beaucoup spéculé sur la confirmation de M. Barroso à la tête de la Commission. Cela reste probable. Il faut savoir que M. Barroso est appuyé par la totalité des chefs d'État des centres-droite, il y en a bien 21 sur 27 aujourd'hui, et qu'en plus il est soutenu par les gouvernements des centres-gauche, des Gordon Brown, par les gouvernements portugais et par les gouvernements espagnols. Donc, d'un point de vue théorique, aucun obstacle semble se dresser à M. Barroso pour obtenir un nouveau mandat. Cependant, cette grosse défaite du Parti socialiste, la percée des Verts et la montée des eurosceptiques, donc des extrémistes des gauches ou des droites, pourrait favoriser la formation du minorance déblocage à la candidature Barroso. Ce que je veux dire par là, c'est que les partis qui sont sortis finalement défaits des élections pourraient radicaliser leur discours. Il ne faut pas oublier qu'avec l'entrée en vigueur, qui, si tout va bien en Irlande,
est prévue pour fin octobre, début novembre du traité de Lisbonne, eh bien, il faudra, M. Barroso, une majorité absolue pour être nommé président de la Commission européenne. Cette majorité absolue est de 370 votes, 369 pour être exact. Les partis populaires européens ne rejoignent pas du tout cette majorité et que par conséquent, on pourrait voir une nouvelle coalition se former, coalition qui serait formée par les Verts européens, les partis socialistes européens et les groupes des libéraux, qui pourraient proposer un nouveau nom à la tête. On commence à faire les noms de Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge, ou de Mario Monti, qui a été commissaire européen, qui est un homme politique italien. Bref, certains pays européens pourraient vouloir introduire des éléments de rupture, essayer de mettre finalement les parlements européens au centre du jeu européen. Les désintérêts des citoyens européens est réel, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur les causes de ces désintérêts. Moi j'ai l'impression que les hommes politiques des tous bords dans tous les pays européens n'arrivent pas à faire de la pédagogie sur l'Union européenne, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'Union européenne, ils ne s'intéressent pas à l'Union européenne. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde les campagnes électorales dans les différents pays européens, ces campagnes ont été inexistantes. C'était centré par exemple en Angleterre sur les scandales des notes des frais, en Italie sur les scandales liés à la vie privée du Premier ministre, mais que des véritables questions européennes, à aucun moment, à nul moment, elles ne sont apparues. N'importe quel parti, que ce soit en France ou en Europe, essaye juste de se positionner, qu'ils soient la majorité de leur position, dans une meilleure posture vis-à-vis de ces électeurs nationaux. Donc je pense qu'il y a un véritable désintérêt, je pense que c'est des intérêts de la responsabilité des responsables politiques nationaux, des modes de scrutin, de toute une autre série de raisons. Cependant, cela est grave. Lorsqu'on se retrouve avec un taux d'abstention si élevé des presque 60%, on se retrouve dans une situation qui est finalement même pire de celle qu'on était censé moquer en Europe des États-Unis lorsque les 50% des électeurs vont se déplacer pour les élections européennes. C'est un vrai paradoxe parce que le Parlement européen prend de l'envergure. Avec le traité de Lisbonne, il va traiter des questions fondamentales, essentielles pour les citoyens. On sait que les législations nationales sont influencées dans une fourchette entre 60 et 80% par les décisions du Parlement de Bruxelles. Et donc c'est fort dommageable, ces manques de pédagogie des responsables politiques. Comment sortir de cette situation? Il n'y a pas de solution miracle. On a cru en France, un semestre des présidences françaises, avec un certain activisme de la part du président de la République, pouvait tout résoudre à l'échelle européenne. En réalité, rien n'a été résolu. Ce qu'il faudrait, c'est une relance du Conseil européen à travers l'élection d'un président stable, comme c'est prévu dans le traité de Lisbonne. Il faudrait revitaliser la Commission, et pour ce faire, il faudrait probablement changer des têtes et enlever M. Barroso de cette charge qui n'a pas assumé avec des décisions à l'auteur de sa charge. Il faudrait également que les parlements européens décident finalement de s'imposer sur la scène européenne dans les triangles institutionnels. Ce n'est qu'avec des décisions radicales, en quelque sorte, qui montrent aux Européens, aux citoyens européens, l'importance des institutions communautaires, qu'on pourra rapprocher les citoyens européens des institutions européennes.